Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'actualité. Du coup, on va parler de DS4, on va parler de Tesla, de Ferrari, par Novitec. On va parler d'un tas de trucs en lien avec l'actualité sur le mois de janvier et peut-être un petit peu début février. On va écarter un tout petit peu pour pouvoir inclure la DS4. Allez, c'est parti. Action. On commence tout d'abord par la Manhart MH2 GT1. En gros, c'est une M2 CS revisitée par Manhart. La M2 CS, c'est 450 chevaux pour 550 Nm de couple. Ici, beaucoup plus. On passe à 600 chevaux pour 830 Nm de couple et on n'oublie toujours pas que ça reste une propulsion. Un truc quand même complètement de malade. Pour cela, ils ont utilisé un nouveau turbocompresseur et une nouvelle admission qui apparemment est en carbone et du coup plus légère. En parlant de carbone, les ailes arrière sont passées en carbone et tout un tas de parties du châssis et des liaisons au sol ont été allégées de manière à optimiser le rapport poids-puissance. Autre modification, des nouvelles suspensions, mais aussi une nouvelle tubulure d'admission d'un diamètre de 100 mm, 10 cm de diamètre sur les échappements. Dites-vous que c'est une hausse très importante et à mon avis, ça doit gueuler très fort. À ça, esthétiquement, il faut rajouter le gros aileron à l'arrière, plus des jantes en carbone forgé, et tout ça pour un prix pour le kit d'environ 20 000 €. Ensuite, on passe sur une McLaren. Au lieu des 720 chevaux d'origine, un préparateur, Novitec, a décidé d'augmenter encore plus cette puissance pour atteindre la barre fatidique des 866 chevaux. 898 Nm, soit une hausse en termes de puissance d'environ 90 chevaux, et ce qui permet un 0 à 100 abattu en environ 2 secondes. Ce qui est tout bonnement incroyable. Le 0 à 200, il me semble que c'est aux alentours de 6 secondes 5, et une Vmax à presque 330 km/h. Bon, esthétiquement, la voiture est rabaissée de 20 mm via des ressorts plus durs encore que ceux d'origine. Autre modification, des jantes Vossen. Ici, j'ai pas le prix du kit, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je t'incite à laisser un pouce bleu et à me dire après, à la fin de cette vidéo, en commentaire, quelle était l'actualité que tu as préférée et s'il y en a d'autres sur lesquelles, en 2021, tu es pressé de découvrir. Ensuite, on va parler des nouvelles Tesla Model S et Model X restylées. Comme vous le savez, la marque Tesla a récemment annoncé le restylage de ses deux modèles les plus haut de gamme. Bon, pour la Model S, on a l'apparition d'une version Plaid+. La Plaid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était déjà la version ultra haut de gamme de la Tesla Model S et qui avait des performances incroyables. Ici, c'est encore mieux, tout simplement avec la Plaid+. On est sur un 0 à 100 à environ 2 secondes, apparemment annoncé inférieur à 2 secondes 1 sur le site de Tesla, une autonomie aux alentours de 840 km en cycle WLTP. Bon, esthétiquement à l'extérieur, je trouve qu'ils ont juste raffiné le style. Je trouve que la voiture est un petit peu plus large, on a l'impression, les boucliers sont un petit peu plus, harmonieux, un petit peu plus lisses. C'est pas pour me déplaire, personnellement, je trouve que l'esthétique, ça embellit juste la voiture sans trop la dénaturer. Par contre, là où ça change carrément, c'est l'intérieur. Déjà, pour ceux qui l'ont remarqué, il y a un volant. On se demande tous s'il va être homologué, si on pourra rouler avec ce volant. Mais un demi-volant, enfin c'est un demi-cercle, on dirait que c'est tiré de l'aviation. C'est franchement une première, je pense, sur le marché de l'automobile de grande série, parce qu'il y avait des voitures type KTM X-Bow, ce genre de choses qui avaient déjà ce type de volant. Mais là, sur une grande série, c'est une première, il me semble. Bon, on sait déjà que les autorités américaines se penchent déjà pour savoir si c'est vraiment très réglementaire d'utiliser ce volant-là. Autre modification, les compteurs. Ils sont placés un petit peu plus haut que sur la version précédente, l'écran est un petit peu plus grand et l'écran de multimédia se rapproche au niveau du style de celui de la Model 3, c'est-à-dire qu'on passe sur un écran 17 pouces, mais au lieu qu'il soit en portrait comme avant, il passe en format paysage et donc toujours, vous pourrez utiliser tout un tas de contenus, YouTube, Internet, etc. Et comme d'habitude, gérer toute la voiture depuis cette interface-là. Autre nouveauté qui, pour les plus geeks d'entre nous,
fera plaisir, c'est l'incrustation d'un écran au niveau du tunnel central, à l'arrière au niveau du milieu, d'un écran qui est muni d'une console de jeu qui a environ la puissance graphique d'une PlayStation 5. Ce qui veut dire que vous pourrez jouer à The Witcher 3 sans problème, sans aucune latence, en ultra, dans votre Tesla. Est-ce qu'un autre constructeur a essayé de mettre une grosse console dans une voiture? Pas à ma connaissance. A savoir tout de même que je crois que le prix, malgré cette version en peut-être plus avec toutes les nouvelles performances, il me semble qu'on est encore en dessous des 200 000 euros, ce qui est vraiment très abordable quand on y réfléchit. Parce qu'en fait, en termes de gabarit, on est sur l'équivalent d'une classe S, et une classe S, mais barre toute option, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Ensuite, on passe chez Mini, qui a restylé ses 3 portes et 5 portes. Bon, là, il n'y a pas de nouvelle voiture, entre guillemets, mais esthétiquement, je trouve que l'avant surtout change pas mal. Il y a une nouvelle bouche avec une nouvelle calandre. Avant, c'était plutôt une barre. Là, on a vraiment la sensation que c'est une bouche. On va avoir le volant. On va avoir un nouveau volant, effectivement. Bon, c'est le même design, les mêmes fonctionnalités. C'est juste que au lieu qu'il y ait du relief, c'est beaucoup plus aplani, ça fait beaucoup plus épuré. Franchement, ça faisait longtemps que le volant était commercialisé. Je crois que ça faisait 5 ou 6 ans qu'ils avaient le même volant. Donc je trouve ça sympa de pouvoir le modifier. Parce qu'en fait, il était arrivé, il me semble, déjà avec cette génération-là, en phase 1, de Mini 3 portes et 5 portes. Parce que là, on est sur la phase 3. Il y avait la première, donc c'était avec les feux Oméga. La deuxième, on les reconnaît au feu Circle et à l'arrière, les Union Jack. Et là, cette troisième phase, entre guillemets, avec cette grande bouche. Et puis aussi à l'arrière, on retrouve le bouclier un petit peu redessiné avec... on a l'impression des appendices qui ressortent un petit peu. Donc au-delà de la bouche, il y a le nouveau volant, il y a les feux qui sont désormais à fond noir et non plus à fond chromé. Et en quatrième modification, on a, ce qui n'est pas vraiment une vraie modification, on a l'arrivée de l'instrumentation numérique qu'on a vu sur le Mini GP, donc de 306 chevaux. Bon, et en fait, on sait déjà qu'il est déjà développé sur la gamme actuelle. En fait, ils ont déjà directement changé les combinés, ce qui fait que même, je crois, les Clubman et les Countryman en sont dotés. Donc, franchement, c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça méritait d'être noté. Toujours dans le groupe Mini, on passe chez la marque grande sœur, entre guillemets. On passe sur la M5 CS pour compétition sport. C'est la version du coup au-dessus de la version compétition qui elle-même est au-dessus de la version M5 entre guillemets standard. Donc là, on a un petit gain de puissance, du poids en moins, du bronze, du carbone et des freins de série en carbone céramique. On est sur un prix de base un tout petit peu en dessous de 200 000 euros, bon hors option, donc à mon avis, on va passer allègrement les 200 000 euros, sachant qu'après il faut rajouter carte grise, etc. Donc je pense que c'est plutôt en termes de symbolique marketing. Donc ici, le V8 de 4 litres 4 passe à 645 chevaux et à 750 Nm de couple, on perd 70 kg par rapport à la version compétition, ce qui fait qu'on a un point total à 1 tonne 9. Le 0 à 100 abattu en environ 3 secondes. Ici, on voit les jantes en 20 pouces. Et hormis les petits détails en bronze, je trouve qu'esthétiquement, et les prises d'air aussi sur le capot, je trouve que sinon, esthétiquement, elles changent pas beaucoup. A voir si ils vont pousser encore le vis un peu plus loin dans la gamme, et on va avoir l'apparition des CSL. À voir peut-être. Ensuite, on va parler d'une voiture, ce coup-ci pas de série, mais plutôt une voiture d'un créateur, designer, appelez ça comme vous voulez. C'est un studio de design londonien qui a refait un hommage à la 250 GT Bredvan, donc qui était basée sur une Ferrari 250 GT small wheelbase, donc avec le châssis court, et qui avait un espèce d'arrière un petit peu tronqué comme ça, où en fait c'était des Italiens qui avaient fait participer ça au Mans, et c'était pour emmener le pain, soi-disant. Bon, d'ailleurs, il y a des vraies photos de l'époque avec des gens qui mettaient le pain dedans. Bon, je pense que ça reste surtout une question de style. Donc là, le studio de design Niels van Roche Design a fabriqué cet hommage sur une base de 550 Maranello, donc V12 boîte méca. Donc on est sur 485 chevaux. On a un intérieur un petit peu rétro avec des cadrans un petit peu style rétro. On a du coup un kit carrosserie pour ramener ce côté break tronqué. On a le capot qui change un petit peu. Et l'intérieur, donc nouveau cadran, de l'Alcantara, du cuir qui essaye de donner un petit côté vintage au tout pour rappeler cette fameuse 250 Bredvan qui a couru au Mans de mémoire en 1962. Ensuite, on va parler de la Brabus B45.
Vous connaissez tous la Mercedes AMG A45S, le 4 cylindres de 421 chevaux, donc 2 litres, qui est la voiture 4 cylindres la plus puissante qui a été commercialisée jusqu'alors. Et bah Brabus est arrivé et a encore mis une dose de puissance en plus. Bon, déjà que cette voiture est surpuissante et que je pense que les motrices à l'avant doivent vraiment aider parce que je pense que le train avant doit être souvent débordé, ici on augmente encore la puissance, on fait un petit bond pour atteindre les 450 chevaux et 550 Nm, ce qui est quand même pas rien. 0 à 100 du coup estimé à 3,7 secondes. On a des nouvelles jantes, quelques accessoires intérieurs comme le pédalier, des inserts carbone, des tapis, bref, toute l'armada de chez Brabus. Niveau extérieur, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui change, je trouve. C'est assez soft, mais Brabus, comme les gens ont peut-être peur de la fiabilité sur le fait d'augmenter autant la puissance sur la A45, propose une garantie de 100 000 km sur ces B45. On imagine probablement, même très probablement, qu'à terme, il y aura aussi la CLA 45 AMG et la GLA 45 AMG qui passeront là-dessus, parce qu'en fait, c'est la même base moteur, c'est juste le châssis qui change un petit peu, et du coup, on imagine bien que Brabus fera ces versions-là aussi. On reste chez Mercedes, mais ce coup-ci avec un SUV, le EQA. Donc en fait, c'est un GLA, mais cette fois électrique. Esthétiquement, on a la calandre pleine et à l'arrière, le bandeau de feu qui se rejoint par une bande de LED. Donc on a le logo qui descend un peu. Ça d'ailleurs, c'est pas forcément pour me plaire particulièrement. Déjà que je trouvais le GLA, c'est le seul Mercedes que j'apprécie en termes de design. Et bah là, du coup, le logo qui descend, ça fait bizarre. Je trouve qu'il y a un souci. Pour moi, le logo aurait mérité d'être au-dessus des feux, mais bon, après, c'est un choix, à mon avis, plus technique et de design pour harmoniser avec le EQC qu'on a dévoilé, que Mercedes a dévoilé il y a quelques temps déjà, il doit y avoir 2 ou 3 ans. Donc du coup c'est la continuité de cette gamme EQ chez Mercedes. Bon, à terme, elle sera vendue sur deux versions, une d'environ 270 chevaux avec 4 roues motrices. Pour l'instant, c'est pas cette version-là qui va être commercialisée en premier. On va avoir une version EQA 250, donc du coup on a 190 chevaux et une batterie d'environ 66 kWh. En termes d'autonomie, on est sur du 456 km, ce qui est quand même assez raisonnable, c'est dans à peu près les normes à l'heure actuelle, la moyenne on va dire du marché. Pour ceux que les chiffres intéressent, on est sur un 0 à 100 à 8,9 secondes, ce qui est vraiment pas terrible. Bon, honnêtement, c'est quasiment pareil qu'une Zoé, donc c'est vraiment pas très performant comparé à une Model 3 entrée de gamme. Une Tesla entrée de gamme, c'est 5,5 secondes au 0 à 100. Là, c'est quand même beaucoup plus. Et vous allez me dire, ouais, mais Tesla, ça coûte plus cher. Bah non, là, le problème, c'est que le QA est vendu très cher comparé à une Tesla. Je trouve ça un petit peu aberrant. Le 250, donc la version entre guillemets accessible, donc la première vendue par Mercedes, malheureusement, elle est déjà quasiment à 50 000 euros de base. Je crois que prix catalogue, on est aux alentours des 48. Alors après, à ça, il faut enlever le bonus écologique, effectivement. Hein, mais on reste sur une voiture à plus de 40 000 euros. Donc on imagine que la version 4 roues motrices sera largement au-dessus des 50 000. On peut même estimer, à mon avis, plus 55-60 000 euros, ce qui paraît une somme énorme. Pour le même prix, vous avez quand même une Tesla Performance avec le réseau de superchargeurs que tout le monde connaît, qui se répand de plus en plus, alors que pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit des grandes avancées au niveau du circuit de recharge sur les marques autres que Tesla. Donc franchement, je trouve ça pas terrible. Enfin, niveau performance, on va avoir quelque chose similaire à une Zoé. Mais par contre, qui est sur une gamme tarifaire encore plus élevée qu'une Tesla, qui pourtant a un design plus épuré, le réseau de superchargeurs. Franchement, je ne suis pas sûr qu'elle ait un grand avenir, cette version sur le marché français, telle qu'elle. Alors après, à voir sur le long terme. Puis après, il y a peut-être les fidèles de la marque qui risquent de rester chez Mercedes, à voir. Ensuite, on retourne chez Novitec, cette fois avec une Ferrari, la F8 Tributo Novitec. Pour une fois, je trouve que c'est un préparateur qui a joué dans la sobriété. On va juste avoir une lame avant, un diffuseur, un petit aileron à l'arrière. C'est peut-être le seul grief qu'on peut lui dire d'extravagant, parce qu'une Ferrari normalement n'a pas d'aileron. Ici, il y en a un, mais franchement, on peut lui pardonner parce que c'est très très soft, je trouve, et je trouve ça assez harmonieux pour le coup, tous ces éléments carbone rajoutés qui sont plutôt pas mal. En termes de puissance, on passe à 800 chevaux
et 900 Nm de couple contre 720 chevaux et 770 Nm de couple, ce qui est quand même pas mal. Ce qui fait qu'en 0 à 100, on est aux alentours de 2,6 secondes, ce qui est quand même très très performant, et une Vmax supérieure à 340 km/h. Je pense qu'on est assez d'accord sur les réseaux pour dire que c'est peut-être la version la plus sage par Novitec, mais aussi la plus harmonieuse. Perso, c'est vraiment ma version Novitec préférée sur les dernières choses qui ont été présentées, parce que c'est assez harmonieux, assez sage esthétiquement, mais par contre, cette voiture a des performances à faire pâlir n'importe quel supercar. Ensuite, on va parler sur un truc beaucoup moins extravagant qu'une Ferrari, on va partir sur une Renault. Récemment, il y a eu la Renaulution, encore un coup marketing, de Renault qui parlait de sa nouvelle stratégie. Et un concept car a été présenté, il s'agit de la Renault 5 électrique. On le sait, la nouvelle Twingo a été présentée il n'y a pas très longtemps en électrique, elle commence à être commercialisée, d'ailleurs il y a eu pas mal d'événements marketing qui ont été faits par Renault en France et l'atelier Renault récemment. Le partenariat avec Mercedes en fait est fait pour la Twingo en réalité quasiment, parce que la moitié du budget de conception est économisé en réalité, parce que la base de la Twingo électrique c'est une Smart 4 électrique, donc une EQ. Et franchement, Renault a dit que de toute façon, c'était pas assez rentable de refabriquer une voiture de ce gabarit-là. Donc de toute façon, elle est vouée en fait à s'arrêter cette Twingo. Et techniquement, la Renault 5 qui va être un petit peu plus grande va venir remplacer entre guillemets la Twingo en entrant sur un segment un petit peu supérieur. Et donc du coup, abandonner les petites citadines pour quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Niveau design, je trouve que c'est assez sympa, on retrouve pas mal de rappels de la R5 d'origine, mais assez modernisé, franchement je trouve ça très très sympa. D'ailleurs, allez voir sur internet, il y a plein de gens qui ont imaginé ce concept légèrement dérivé pour qu'il soit commercialisable et que ça en soit une version de série, ce qui donne des idées pas trop mal et je trouve que niveau design, elle est plutôt réussie. D'ailleurs, pourquoi cette idée de Renault 5 et de néo-rétro? C'est parce que le nouveau patron de Renault, enfin du groupe Renault, c'est Luca Di Meo. Comme vous le savez, c'est entre guillemets le papa de la nouvelle Fiat 500, qui était ensuite parti chez Cupra. Mais à la base, c'est lui qui a eu l'idée d'emmener la nouvelle Fiat 500 dans la gamme de chez Fiat et ça a été un réel succès. Donc pourquoi peut-être pas recommencer avec cette Renault 5 et que ça marche encore une fois très très bien, que ce soit un réel succès. Enfin, dernier élément, je vais vous parler de la Singer ACS avant de vous parler de la DS4. Alors, cette Singer, qui est un préparateur qui fait que des 911 entre guillemets refait, remodernisé. Sur ce modèle-là, sur la ACS, en fait, c'est un hommage aux Porsche qui ont couru en rallye dans les années 80, que ce soit en groupe B, etc. Et donc, surtout qui ont fait du rallye raid, notamment le Paris-Dakar. En termes de modif, on a une hauteur de caisse plus importante. Bon, la base du coup, c'est les 964, donc c'est un moteur refroidi par air. On retrouve, c'est un 3,6 litres, donc qui va développer environ 340 chevaux, ce qui est vraiment très très bien. A noter que, en termes de boîte de vitesse, on est sur une voiture boîte séquentielle pour coller vraiment à l'univers du rallye. Vient maintenant l'heure de vous parler de la nouvelle DS4. Donc DS Automobile a présenté sa nouvelle voiture, qui est disponible donc en 3 versions, en N-Line, en Crossback ou entre guillemets la version la plus standard qu'il soit, donc une version assez élégante. Elle vient matcher entre guillemets sur le terrain des premiums, donc je pense série 1, A3, classe A, ce genre de voiture. Donc en termes de tarifs, je pense qu'on sera là-dessus. On va tout de suite parler moteur. Pour l'instant, rien de ultra sportif ou quoi. Mais je pense un très bon compromis sur le choix des moteurs possibles chez PSA. C'est-à-dire l'hybridation avec le 225 chevaux qu'on connaît très bien, qu'on peut retrouver sur le 3008, le 5008, la 508, etc. Ce qui est franchement un très bon moteur, je pense. Ça allie une grande polyvalence pour faire des trajets autoroutiers, pour partir en vacances, etc. Mais qui permet d'avoir des économies de consommation quand vous êtes en ville, ce qui est quand même, je pense, 80% de l'utilisation de ce genre de voiture. Esthétiquement, je trouve qu'elle est très réussie. À l'avant, on retrouve les nouveaux feux de jour qu'on retrouve sur les anciens concept cars, enfin les anciens, plutôt récents concept cars présentés par la marque. À l'arrière, on va retrouver une innovation au niveau de la vitre. On va avoir une progressivité entre la transition entre la carrosserie et le verre par une incrustation dans le verre en fait de pellicule de peinture, ce qui fait que ça va être très progressif. D'ailleurs, cette vitre est très inclinée, ce qui va au-delà un petit peu des concepts entre guillemets des aérodynamiciens. Par contre, là où les aérodynamiciens ont fait un travail, c'est au niveau d'une arête très saillante au niveau de l'arrière, ce qui fait que l'air sort directement de la caisse de manière très limpide, ce qui augmente évidemment les bénéfices en termes de consommation avec la résistance au vent.
D'ailleurs, en parlant de cette arête-là, on peut voir qu'à l'arrière, la voiture est très dessinée. On a des arêtes très saillantes, très pincées. Et d'ailleurs, DS eux-mêmes le reconnaissent. C'est une vraie prouesse en fait technique d'avoir réussi tous ces emboutissages. C'était vraiment très compliqué, mais ils n'ont rien lâché et ils ont réussi à obtenir ça. À l'intérieur, option très sympa, commande très sympa, c'est le retour enfin d'une molette pour le volume dans une voiture du groupe PSA. Stellantis maintenant. C'était vraiment une aberration de l'avoir enlevé, il n'y avait que, il me semble, les Opel qui l'avaient gardé. Et franchement, je trouvais ça dommage, il fallait passer automatiquement par le volant, ce qui n'était pas forcément quelque chose que j'aimais bien. Là au moins, on a une molette au niveau, juste à côté du toggle de la gearbox, donc de la boîte de vitesse. D'ailleurs, en parlant de cet endroit-là, dans la continuité, vous retrouvez un espèce d'écran avec un retour haptique qui vous permet en fait de commander via la gestuelle du doigt directement l'écran en fait qui est donc en partie haute de la planche de bord, ce qui fait que ça vous permet de naviguer un petit peu à l'image du pavé tactile qu'on pouvait retrouver notamment sur les anciennes Audi, ou même le côté tactile qu'on peut retrouver sur l'iDrive de chez BMW, ce qui permet d'écrire, de se déplacer dans les menus sans aucun problème alors vous conduisez, et du coup sans avoir à vous déplacer dans l'habitacle et venir du coup mettre la sécurité du trajet en péril, et en plus sans garder sans détourner le regard trop de la route en fait, parce que vous allez être naturellement avec le prolongement du coude dessus, ce qui fait que vous allez pouvoir conduire comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Autre information sur l'entertainment, on va retrouver un affichage TTOT avec un rendu d'environ 21 pouces, ce qui est quand même très grand. Donc on va retrouver tout, navigation, playlist de musique, la vitesse, la consommation peut-être, je sais pas exactement encore comment ça va être fait, mais c'est très sympa. Autre élément, on va retrouver le clou de Paris un petit peu partout sur les surpiqûres, ce qui est vraiment très sympa. On va retrouver une sellerie coquillage en plus du bracelet de montre, il me semble. Autre point, je trouve très designé sur l'intérieur, ça va être les boutons de lève-vitre. Je trouve qu'ils ont un design très sympa. D'habitude sur DS, on était habitué à les retrouver au niveau de la console centrale. Ici, comme il y a la boîte de vitesse, etc., ils ont décidé de le remigrer sur la porte, mais au lieu de le mettre dans le prolongement de la coudoir de la portière, comme c'est le cas, ils ont plutôt décidé de le faire en mode Range Rover, en le mettant sur la partie haute, ce qui fait que quand vous conduisez, vous avez directement la commande à portée de main, ce qui est vraiment très sympa. En plus, il y a un soin apporté sur le design de cette pièce, les différents matériaux et les différentes textures qu'on peut retrouver, ce qui est, je trouve, très sympa. C'est assez rare qu'on retrouve ce genre de choses. La plupart du temps, c'est un vulgaire plastique, entre guillemets, qui sert de levier, alors que là, c'est un petit peu plus travaillé, ce qui est très sympa. En termes de gabarit, je pense que c'est comme à peu près les voitures de sa catégorie, c'est-à-dire classe A, série 1, etc. Donc je pense qu'on va être aux alentours de 4,30 m, quelque chose comme ça. Ce qui, je pense, est très bien. D'ailleurs, sur la version Performance, donc Performance Line, on va retrouver, je pense c'est une première fois sur cette série de voitures, du carbone forgé au niveau du bas du volant, ce qui est assez sympa. C'est un petit insert, c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est assez sympa de voir les fibres déstructurées, surtout que c'est sur le volant, ce qui fait qu'au niveau des jeux de lumière, quand vous tournez le volant, ça doit être très agréable au regard, et je trouve que ça doit être très gratifiant. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour les actualités. Dites-moi en commentaire l'actualité que vous avez préférée sur la sélection que je vous ai choisie. Dites-moi aussi celle que vous attendez le plus pour les mois qui viennent. Moi personnellement, je pense que ça va être la nouvelle Audi électrique, donc la e-tron GT, basée entre guillemets sur la Taycan. Je pense que ça peut être une très bonne nouvelle voiture qui va engager Audi un petit peu plus dans l'électrique avec ce vulgaire e-tron que j'aime pas du tout. D'ailleurs, pour être au courant de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être prévenu, n'oubliez surtout pas la cloche de notification, comme ça vous saurez dimanche prochain quelle vidéo sortira. Et si vous voulez un petit peu plus d'actualité, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, à vous abonner en story chaque jour, je vous partage l'actualité du jour. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.